Simplement une petite question. Et à vous, Jean-Luc Barré, pourquoi cette passion pour De Gaulle et pourquoi avoir édité aussi ce livre de Pierre Lefranc? Parce que c'est quelqu'un, j'ai l'impression, de qui vous êtes très proche aussi. Oui, alors d'abord, pourquoi la passion pour De Gaulle? Moi, je ne suis pas évidemment, je suis pas un gaulliste historique. Mais c'est une passion, je vais presque dire, moi, c'est une passion d'adolescence. Voilà. Le héros de mon adolescence, c'était De Gaulle. Voilà, quand je me souviens très bien, enfin adolescence d'ailleurs, vraiment, même un petit peu avant l'adolescence, mais quand il est mort, j'avais 12 ans et je me souviens de mon émotion. Voilà, et puis j'avais l'admiration de ce personnage. Cette admiration ne m'a pas quitté et j'ai essayé dans mes propres travaux d'historien évidemment d'en profiter, j'allais dire, pour travailler sur lui, pour réfléchir sur lui. J'ai eu la chance de pouvoir le faire grâce, entre autres, à l'amiral de Gaulle, avec qui j'ai travaillé pour ses propres ouvrages, les premiers volumes de ses mémoires, pas les entretiens avec Michel Tauriac, mais les premiers volumes de ses mémoires. Grâce à lui, d'ailleurs, j'ai été associé à l'édition des œuvres du général dans la Pléiade. Et puis, surtout, il m'a ouvert les archives de son père, qui étaient, à un moment précis, fermées aux chercheurs et qui sont ouverts maintenant, mais il m'a permis de travailler. Donc, c'est dire que cette passion, j'ai pu en faire mon miel, d'une certaine manière, dans mon propre travail d'historien. Alors, c'est vrai que parmi les gaullistes que j'ai toujours respectés et admirés pour ce qu'ils étaient, pour le combat qu'ils ont mené et pour leur authenticité de gaulliste, il y a bien sûr au premier rang Pierre Lefranc. Voilà, je ne le connaissais pas d'ailleurs, on ne se connaissait pas, enfin je le connaissais d'un peu loin. Et puis quand j'ai créé cette collection qui s'appelle Témoignages pour l'histoire chez Fayard, avant de prendre la direction de bouquin aujourd'hui, j'ai assez rapidement pris contact via Geneviève Moll, qui avait un projet avec vous, pour éditer ce témoignage sur De Gaulle, dont je savais qu'il serait évidemment un témoignage direct et de premier plan et d'un grand intérêt historique. Voilà. Alors c'est un livre qui est là aujourd'hui, on voit bien que ce livre ne va pas cesser d'exister parce que De Gaulle est toujours dans l'actualité et que là, je crois qu'on a un témoignage très important. Il est toujours de l'actualité, mais au fait, il faut revenir aux sources, revenir aux écrits de Gaulle, pourquoi avoir publié ces carnets et pourquoi, justement, lire ces carnets aujourd'hui nous apprend beaucoup de choses en dehors des récits sur l'homme et sur ses très longs parcours, parce que j'ai dit la pensée de Gaulle a commencé bien avant 1939-40. Oui, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon propre livre, Devenir De Gaulle, mais en tout cas, pour les lettres, notes et carnets, il s'agit en fait d'une édition qui existait déjà chez Plon. Ces lettres, notes et carnets ont été rassemblées par l'amiral de Gaulle après la mort de son père. Il raconte qu'un jour à Colombey, le général lui a montré toute une série de papiers qui étaient là, en lui demandant après sa mort de faire quelque chose avec, enfin en tout cas de les publier ou de les rassembler. Il y avait tout ce qui était dans les archives, il y avait des papiers à Colombey. Et puis il y avait cette foule de lettres, de documents que De Gaulle, et de lettres notamment que De Gaulle avait envoyées de son vivant à quantité de gens. On parle de 35 000 lettres aujourd'hui, et donc toutes ne sont pas recensées. Et donc c'est un document formidable parce que, d'une part, l'amiral de Gaulle a publié chez Plon 13 volumes de lettres, notes et carnets. Le problème de ces volumes, c'est que l'amiral, recevant régulièrement des documents nouveaux, chaque fois qu'il publiait un nouveau volume chronologique, il rajoutait à la fin du volume des lettres nouvelles, ce qui faisait une édition, et il en était tout à fait d'accord, un peu morcelée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'édition chronologique. Voilà. Et donc, Bouquin, qui est une collection qui permet cela, permettait donc de faire une édition complète, enfin complète de ce qu'on sait aujourd'hui en tout cas, en 3 volumes, puisque le 3e va sortir à la rentrée sur la période de la Ve République. Et c'est un document en 2 mots que je trouve tout à fait exceptionnel et passionnant dans le parcours littéraire de Gaulle. Au fond, il y a trois grands morceaux dans son œuvre, 3 grands pans de son œuvre. C'est les premiers écrits, c'est-à-dire les écrits d'avant-guerre, qui sont essentiels pour comprendre De Gaulle, notamment le fil de l'épée. Et puis, il y a les mémoires de guerre, bien sûr, qui sont une réécriture, naturellement, de sa propre histoire, comme souvent les mémoires. Et puis peut-être ce document qui est plus authentique encore à mes yeux, qui sont les lettres, notes et carnets, parce que quand il écrit les lettres, alors Mauriac disait que quand on écrivait des lettres, on trichait toujours un petit peu, on se mettait un peu en scène. Alors c'est pas faux d'ailleurs. Et qu'on écrivait en fonction de son destinataire, c'est pas faux non plus. Mais il n'empêche que quand De Gaulle écrit des lettres, notamment à des écrivains et à des hommes politiques, et à sa famille, à sa mère, à son père, il est dans une sorte de naturel et de vérité qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres livres.
Et il y a même une extrême sensibilité, très étonnant chez cet homme qui était réputé un peu dur et un peu inaccessible, de voir la sensibilité d'un homme qui est capable d'écrire à Maurice Clavel un jour, terminer sa lettre en lui disant « Et puis je vous aime ». De Gaulle, c'est étonnant. Bon, et puis je vous aime. Et puis même la manière dont il parle à son fils Philippe, l'affection qu'il lui témoigne. Enfin voilà, c'est un autre de Gaulle. Et je vous invite à le lire vraiment parce que c'est une somme de lettres magnifiques. D'ailleurs, c'est un magnifique épistolier, vraiment. C'est extraordinaire. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de lettres à Pierre Lefranc, mais je ne suis pas sûr qu'on les ait toutes. Et vous pouvez répondre à Pierre Lefranc. Écoutez, il y a des lettres très personnelles que je n'ai pas données, naturellement. Ça va de soi. Mais enfin, elles sont dans un ton que vous venez de définir parfaitement et révèlent un personnage assez peu connu du public, en fin de compte. C'est un homme extrêmement sensible et il y a un trait de son caractère qui échappe à peu près à nous tous, c'est sa timidité. C'était un homme extrêmement timide et il n'aimait pas se mettre en vedette, en position de vedette. Or, il l'a été à partir du 18 juin, contre son gré, malgré lui. Il faisait un effort considérable. Je me rappelle qu'au début du Rassemblement du peuple français, qui est la formation politique qu'il avait créée en 1947, nous faisions des grandes réunions au Vélodrome d'hiver. Et nous attendions dans une petite pièce derrière, là, avec lui, l'heure du début de la séance. Et je voyais son visage se transformer. Et quand il quittait cette petite salle destinée aux orateurs pour monter sur la tribune, son visage se changeait. Et j'imaginais le capitaine de Gaulle sortant de la tranchée à Verdun, si vous voulez. J'avais l'impression qu'il allait affronter un péril aussi grand devant des milliers de personnes qui étaient là. Donc, au fond de lui-même, il avait une opposition extrême à l'exhibitionnisme. Et il prenait sur lui parce que ses fonctions l'ont naturellement obligé dans cette direction. Et vous parlez des Verdun, mais j'ai l'impression quand même que De Gaulle, son caractère et sa vision plus tard s'est forgé pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a une grande partie des sensibilités sociales aussi qui s'est forgée à ce moment-là. Écoutez, c'est certain qu'il était ici d'une famille assez conservatrice, assez fermée. La bourgeoisie lilloise est un monde un peu spécial. Et comment se fait-il que cet homme qui ensuite a fait ses études chez les jésuites ait eu une conception du problème social tel qu'il se pose tous les jours et tel qu'il s'est posé à lui? Eh bien, je crois que c'est parce que pendant la guerre de 14-18, il était lieutenant, donc un grade subalterne, donc à l'échelon de la section ou de la compagnie, et il était plongé dans ce que le peuple français, la nature du peuple français était constituée. C'est-à-dire à l'époque, les paysans, qui étaient à peu près 60%, les ouvriers qui étaient à peu près 35-40%, et il a connu un monde, là, dans les circonstances épouvantables, dramatiques, avec la mort présente toutes les secondes, il a connu un monde qu'il ignorait. Et j'ai le sentiment que ça l'a... Il était tout jeune, hein, j'ai l'impression que ça l'a fortement impressionné et qu'il a toujours pensé que ce monde-là, on ne pouvait pas l'ignorer, qu'il était là, qu'il existait, que c'était la nation et que par conséquent, il fallait en tenir compte. Il fallait tenir compte de la nation, mais vous-même, en 1940, comment est-ce que vous-même vous êtes arrivé aussi à adhérer au message du général de Gaulle? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes de votre âge qui ont franchi les pas, mais comment se fait-il qu'un noyau si petit ait franchi les caps? Écoutez, je ne sais pas. Moi, ce qui m'a motivé, d'abord, j'étais une famille très patriote et très républicaine. Très républicaine, j'insiste sur ce point, et qui a en particulier réagi très vivement au moment du coup d'État de juillet 40 à Vichy, quand le Parlement a donné une mission au maréchal Pétain, le Parlement qui n'avait d'ailleurs pas le droit de donner cette mission. Le Parlement n'a pas le droit de donner une mission constitutionnelle à qui que ce soit, et qu'il a fait. Et là, il y a eu vraiment une brisure avec la République et la démocratie. Donc j'étais dans une famille qui était très, très orientée. En plus, j'étais réfugié dans le centre de la France. Je rentre à Paris. Paris occupé par les soldats allemands, c'est quelque chose d'insupportable.
voir le drapeau nazi flotter sur la Chambre des députés, en haut de la Tour Eiffel, des grandes inscriptions en disant « l'armée allemande gagne partout », voir les Allemands comme chez eux. Nous habitions une maison pas loin du Sénat, et le Sénat avait été choisi comme résidence de la Luftwaffe. C'est là que l'état-major de l'armée de l'air allemande en France s'était installé. Ce qui fait que les Allemands avaient installé une pièce de défense contre avion sur le sommet de mon immeuble. C'est-à-dire que je les rencontrais dans le hall, dans les sous-sols, etc. Donc cette présence-là était vraiment insupportable. Mais que faire? Que faire quand on est un petit étudiant, tout seul presque au départ? Comment réagir? Comment essayer d'exprimer ses sentiments? C'est alors que le recteur de l'Université de Paris nous a aidés. Je vais vous expliquer comment. Il a fermé les facultés le 11 novembre 1940 de peur de manifestations dans les halls des facultés où il y a toujours, vous savez, une plaque rappelant les sacrifices des professeurs sur 14-18. Il ne voulait pas qu'il y ait de manifestations. Il en a eu peur, donc il a fermé les facultés. Donc nous étions étudiants, donc libres ce jour-là. Et ensuite, un symbole formidable était le 11 novembre. Donc avec les petites machines à reproduire de la faculté de droit de la rue Saint-Jacques, et puis du bouche à oreille, on a essayé d'ameuter quelques étudiants, et c'est ce qui a expliqué la manifestation du 11 novembre 1940. Elle a eu sa petite importance, parce que, évidemment, c'était pas, l'armée allemande n'avait pas été mise en difficulté. C'est nous qui avons été mis en difficulté, puisqu'ils nous ont abîmés et enfermés. Mais De Gaulle a bien voulu me dire par la suite qu'il avait considéré cette petite manifestation comme la première réponse officielle, publique, dans la capitale de la France, par des jeunes, c'est-à-dire par des gens qui représentaient l'avenir. Donc vous m'avez posé la question comme quoi j'étais... Mais en même temps, il faut dire, vous avez été arrêté, vous avez passé un mois, je pense. Oui. Et 1940, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de résistants encore. Mais en même temps, vous dites quelque chose de tout à fait étonnant, et que vous aviez peur, et qu'on contourne la peur peut-être par l'imagination. Ça veut dire quoi? Écoutez, cette imagination était un peu folle, si vous voulez. Aller narguer les Allemands sur les Champs-Élysées, où ils se promenaient comme chez eux, où ils étaient arrivés en voiture militaire, et où ils entraient dans les cafés qui étaient ouverts, les magasins pour acheter ce qui restait à acheter. Et si vous voulez, aller les bafouer en face d'eux, c'était pas raisonnable, si vous voulez. Mais voilà, quelquefois, il faut mettre la raison de côté, laisser les sentiments parler. Donc on a été un tout petit peu inconscient, et c'est un peu dans la conscience qu'on a organisé cette manifestation et qu'on l'a menée à son terme. Ceci dit, il ne faut pas regretter que nous l'ayons faite.